Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Bonjour à tous, bonjour chers abonnés d'Omerta, ceux qui sont abonnés à l'application et également ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui plus de 120 000 à nous suivre sur cette chaîne. Nous sommes parfaitement honorés d'être autant suivis, donc continuez à parler d'Omerta autour de vous bien sûr. Aujourd'hui, je reçois pour le grand entretien Pierre Conessa. Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous êtes ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, spécialiste des questions géostratégiques, auteur de La fabrication de l'ennemi, et aussi, et c'est de ça qu'on va parler, d'un ouvrage, Vendre la guerre, la naissance du complexe militaro-intellectuel. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Je crois que la transformation est évidente aujourd'hui pour tout le monde, c'est-à-dire que les plateaux télé des chaînes d'infos en continu sont peuplés de gens qui viennent pour vous expliquer que quelle crise est très importante, qu'ils connaissent les gentils et les méchants et que surtout il faut envoyer des militaires. Et la formule c'est on ne peut pas ne pas. Très bien. Alors, ce livre, vous en avez fait aujourd'hui un documentaire, donc nous allons en voir la bande-annonce. Bon, mais alors comment vendre une crise ? L'argumentaire du complexe militaro-intellectuel est assez simple et assez répétitif. Il faut annoncer un massacre. Bon, si possible un génocide, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a une sorte de focalisation au laser sur le décideur qui ne peut pas ne pas y aller. 100 000 soldats de Tsahal envahissent le sud du Liban. Diaboliser l'autre, alors si on peut le qualifier d'Hitler, c'est le haut de gamme. We cannot allow this process to be endlessly strung out. Les pires qu'on a eus, c'est les industriels de l'armement. Chirac m'a posé la question, à l'époque bien sûr, puisque j'étais son conseiller militaire. Si je décide qu'on n'y va pas, quelles seront les conséquences ? Parler de la Russie en France, c'est s'exposer sur les deux côtés dans le domaine politique à des critiques de gens qui ne connaissent pas. Ensuite, hystériser de manière manichéenne le débat sur les plateaux télé, en accusant l'autre d'être un complice. Quand j'ai vu les Libyens qui avaient été, qui ont dû ou quitter la Libye ou qui se sont retrouvés avec un effondrement de leur pays et qui en sont malheureux. Un jour, ils sont venus voir, ils m'ont dit « Mais vous êtes responsables, vous les Français ». Alors Pierre, quand est-ce que vous est venue l'idée justement de vous intéresser à ce phénomène qu'on appelle le complexe, que vous avez appelé le complexe militaro-intellectuel ? Moi, je reviens au ministère de la Défense. Bon, j'ai fait une longue carrière au ministère de la Défense où j'ai à peu près tout fait, c'est-à-dire des affaires stratégiques, du renseignement, de l'exportation d'armes, etc. Bon. Et ce qui m'a frappé quand on a créé la délégation aux affaires stratégiques, qui était une création de Pierre Joxe juste après la guerre du Golfe, je me suis rendu compte que, d'abord, un ministre n'avait pas les éléments de réflexion qu'il souhaitait, et Pierre Joxe était un grand ministre, un type qui ne plaisantait pas sur ce genre de choses, et donc il a créé à la fois la direction du renseignement militaire et la délégation aux affaires stratégiques. Et la délégation aux affaires stratégiques, on avait un budget, et donc on passait des études. Et si vous voulez, à ce moment-là, on s'est rendu compte du nombre de gens qui venaient nous expliquer, ou expliquer à nos militaires, si vous voulez, où est-ce qu'il fallait aller, puisque 91, s'était passé deux événements importants. D'abord, évidemment, la disparition de l'URSS. Donc, tout à coup, on n'avait plus d'ennemis. Alors, quand vous êtes dans les affaires stratégiques et que vous n'avez plus d'ennemis, vous avez deux solutions. Soit vous licenciez, soit vous créez des ennemis. Bon. Les Américains, c'est l'option qu'ils ont choisie. Vous vous souvenez, le clash des civilisations à la fin de l'histoire, c'était comment maintenir la suprématie américaine. Mais enfin, les guerres dans lesquelles on entrait n'étaient pas des guerres classiques. La Yougoslavie, c'était l'éclatement d'une fédération titiste. C'était pas Moscou qui tirait les ficelles. L'Algérie des années noires, c'était pas Moscou qui tirait les ficelles. Donc beaucoup de crises nouvelles, si vous voulez, nécessitaient une expertise dont le ministère avait besoin. Mais au fur et à mesure, la dynamique a commencé à fonctionner toute seule, puisque pour la guerre du Golfe, rappelez-vous, on regardait CNN et la 5, donc c'était la première guerre filmée en live. Et à partir de ce moment-là, on s'est habitués tous à ce que, sur des chaînes d'infos en continu, tous les jours, on vous montre des images de telle crise, de telle guerre, avec cette population d'experts, que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, qui sont des gens qui viennent nous expliquer
où il faut faire la guerre, avec qui, mais une différence essentielle, ce ne sont plus ni Régis Debray, ni Hemingway, ni Malraux, ils ne vont pas faire la guerre eux-mêmes, hein. Ils veulent envoyer des militaires. Voilà, donc c'est ça le complexe militaro-intellectuel. Alors ce qui est passionnant dans ce documentaire, c'est le fait, donc, cette guerre du Golfe, cette première guerre du Golfe, elle revêt un aspect tout à fait particulier parce que on va avoir besoin, un peu à la manière de Jules César dans la guerre des Gaules, de magnifier l'ennemi. Comment ça se passe ? Absolument. Alors rappelez-vous quand même que Saddam Hussein, c'était le grand modernisateur du monde arabe. C'était l'époque du socialisme arabe. Il nous rend un grand service quand il vient nous proposer de faire la guerre à l'Iran révolutionnaire. On lui dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais il nous dit, mais il faut que vous me fournissiez les équipements. Et donc on va le soutenir dans une guerre où pour la première fois en termes de droit international, on va financer l'agresseur pour mettre sous embargo l'agressé. Ce qui est quand même une originalité. Mais en toute bonne conscience. Bon. Ce modernisateur-là, il devait de l'argent au pays du Golfe qui avait beaucoup payé. Et donc quand il refuse de rembourser par exemple le Koweït, il veut donner un coup de semonce et il dit, ben voilà, je vais envahir le Koweït. Et il envahit le Koweït. L'URSS n'est plus là. On a une guerre qui a changé complètement de style. Et donc, vous allez avoir ce grand mouvement démocratique de coalition de 35 pays qui vont envoyer des militaires pour aller faire la guerre à Saddam Hussein pour libérer le Koweït. Mais guerre programmée. Vous avez 6 mois, M. Saddam Hussein, pour quitter le pays. L'homme est devenu donc un espèce d'énorme dictateur, si vous voulez, et il n'est plus ce moderniste qu'on avait qualifié pendant la guerre contre l'Iran. L'individu ne recule pas, donc la guerre arrivera en temps et en heure, effectivement. Toutes les télévisions de la planète sont là. Et effectivement, le jour J, l'attaque, l'offensive commence. Alors, on avait présenté l'armée irakienne, qui avait quand même une expérience opérationnelle que beaucoup de ces armées-là n'avaient pas, comme la 4e armée du monde. Alors, je ne sais pas qui fait la classification, je cherche toujours la 3e et je n'arrive pas à la trouver. Bon, et si vous avez des idées, envoyez-les-moi. Et donc, en fait, cette 4e armée du monde, on va la battre en 120 heures, c'est-à-dire en moins de 4 jours ou 5 jours. Et donc, grand désarroi. Si c'est ça la guerre, ça veut dire qu'il y a une ivresse, une hubris guerrière qui s'empare de nous. Ben finalement, on a des moyens militaires qui nous permettent d'assumer la gendarmerie de la planète. Bon, les guerres qui vont se présenter, malheureusement, si vous voulez, ne sont plus des guerres stratégiques. Ce sont des guerres dans lesquelles il va falloir trouver une motivation pour aller intervenir ou ne pas intervenir. Mais vous voyez, la mécanique s'est complètement changée. On n'est plus dans un contexte où on va se dire oui, mais là, il y a une menace grave contre nos intérêts fondamentaux. Le cas de la Yougoslavie, vous le voyez bien, c'est un cas intéressant parce que, comme on le verra dans l'entretien de Védrine, la France hésite. de Védrine, je le rappelle, qui figure dans votre documentaire. Hubert Védrine, et dont l'interview en intégralité sera sur le site d'ailleurs. Bien sûr. Et donc Hubert Védrine a été intéressant parce qu'il expliquait de l'intérieur pourquoi Mitterrand hésitait au départ. Parce que Mitterrand était un homme qui avait le sens de l'histoire. Il avait effectivement une longue carrière, hein, donc il avait au moins ce sens-là, il était ancré dedans. Et ce qui se posait comme question, c'était de se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas malgré tout maintenir la fédération ? Parce que je ne sais pas ce que l'éclatement risque d'entraîner comme conséquence. Donc il y avait une véritable hésitation, pas du tout une frilosité ni quoi que ce soit. Bon, finalement, il n'a pas pu arrêter le processus, mais c'est très intéressant parce que ça raconte comment un décideur se trouve face à une situation géopolitique nouvelle. Alors, à ce moment-là, quand c'est des crises nouvelles, on ressort de l'histoire. Alors on dit, oui, mais rappelez-vous, les Croates, c'était les Oustachis, ils ont combattu avec les Allemands. Les Serbes, ils nous sont venus avec nous pendant la guerre de 14. Donc, vous voyez, on avait des référents historiques qui n'avaient plus aucun rapport avec ce qu'on vivait, mais on avait besoin de matériaux. Donc, quand vous avez des gens qui vous disent, attendez, je vais vous expliquer c'était les Oustachis, ou je vais vous expliquer comment fonctionne la Serbie, le besoin, si vous voulez, crée l'outil. Et donc, après ça, évidemment, il y a eu d'autres guerres. Alors, le paroxysme, vous le connaissez, c'est la guerre de Somalie, puisque là, ce sont des humanitaires qui disent « Attendez, on ne peut pas laisser faire. » Il y a des chefs de guerre qui attaquent des convois humanitaires et des gens qui meurent de faim, etc. Il y a de quoi se révolter, effectivement. Ce n'est pas un intérêt stratégique de la France. Ouais. Mais on y va parce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est du domaine de la défense des droits de l'homme. Le problème, c'est que Broman, qu'on va également voir dans les interviews, explique que en posant la question à ses équipes qui étaient sur place, ces équipes lui disent non, les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ils viennent, ils s'estiment que leur clan est mal servi, donc ils prennent pour redistribuer. Et pendant qu'il est en train de plaider une augmentation du volume, Kouchner, ancien humanitaire, décide la guerre. Donc vous voyez comment on passe d'une catégorie à l'autre. Et puis évidemment, au bout d'un certain temps, comme vous le savez, les Américains vont tenter de prendre Mogadiscio, ils vont perdre 20 GIs.
C'est fini, on arrête. C'est fini, on ne vient plus aller défendre de ces types-là, c'est terminé. Les Américains refuseront de venir au Rwanda. Donc, si vous voulez, cette mécanique stratégique qui est complètement nouvelle fait que ce complexe militaro-intellectuel est celui qui va interpeller le politique en disant on ne peut pas ne pas. Cette crise est grave, on ne peut pas ne pas. Mais grave, comment ? Vous voyez, dans le cas de la Somalie. Donc, c'est ça, c'est ce processus-là qu'on a essayé de mettre en forme dans ce documentaire pour qu'on puisse voir, si vous voulez, ces différentes étapes. Alors après, évidemment, il y aura le 11 septembre, mais on entre dans une autre catégorie. Le 11 septembre, quelque part, on va avoir aussi le cas de la France, avec la guerre en Irak, qui s'oppose justement à l'intervention. Et les élites politiques françaises, en particulier Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui vont peut-être affronter ce complexe militaro-intellectuel, parce que même vis-à-vis des propres faiseurs d'opinion en France, beaucoup étaient pour l'intervention américaine. Donc là, le politique est désavoué. Enfin, il n'est pas désavoué, puisque on pourra dire que Villepin et Chirac ont eu raison au regard de l'histoire. Mais sur le coup, il est impossible de critiquer l'intervention, puisqu'elle se fait au nom du bien. Oui, absolument. Mais si vous voulez, il y a une mécanique qu'il faut revoir. 11 septembre, un traumatisme gigantesque aux États-Unis, pays qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire, qui ne sait pas ce que c'est qu'une ville rasée par les bombardements, les tickets de rationnement, les points d'eau, etc. Bon. Et donc le choc aux États-Unis est tel que de toute façon l'opinion publique a besoin d'une vengeance. C'est ça le processus qui fait que... Alors, petite anecdote, si vous voulez, pour soigner cette société traumatisée, apparaissent sur les plateaux télé les psys. Les psys qui viennent dire aux Américains, non, attendez-vous, vous êtes normaux, c'est l'autre qui est fou. L'autre, c'était Ben Laden. Et donc, on va avoir cette mécanique extraordinaire où, justement, en janvier 2002, donc quelques mois après le 11 septembre, Bush vient devant le Congrès faire le discours sur l'état de l'Union pour expliquer que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y avait aucun Irakien, aucun Iranien et aucun Nord-Coréen dans les avions. Mais il y avait 15 Saoudiens. Vous voyez comment cette mécanique stratégique qui paraît rationnelle, si vous voulez, fonctionne. Donc, première étape, l'Afghanistan, parce que Ben Laden est là-bas. Les talibans ont proposé de l'exporter, de l'extrader dans un pays tiers, mais non, il fallait un acte militaire. Donc vous avez cette intervention. Alors, un petit mot sur l'Afghanistan, parce que c'est un pays où j'ai eu la chance d'aller, un pays magnifique d'ailleurs, mais qui a une caractéristique, c'est une espèce de zone plissée de montagne. C'est un losange, l'Afghanistan, et puis il y a tout l'axe de l'Hindoukouche qui traverse comme ça dans le grand axe. C'est-à-dire que c'est une zone de confins au sens géopolitique. C'est la zone où se sont réfugiées toutes les populations réprimées par les empires environnants. Et donc, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc, vous avez des stratèges à Moscou ou à New York ou à Washington qui disent « Mais attendez, l'Afghanistan, chef, on va vous faire ça vite fait. » Simplement, on prend la capitale tout de suite, personne ne la défend. Par contre, alors, il faut prendre toutes les vallées les unes derrière les autres. Et ce n'est pas 100 000 hommes qu'il faut, c'est 200 000 hommes pour occuper tout ça. Olivier Roy, qui allait en Afghanistan à l'époque soviétique, il disait « Mais c'est incroyable, les types ne sortent plus des garnisons. » L'alimentation, l'intendance fonctionne mal, les types ne veulent pas se battre, etc. Et évidemment, puisque dès qu'ils sortaient, c'était eux qui devenaient les cibles. Les Américains ont probablement tenu un raisonnement tout à fait identique à celui qui a convaincu Gorbatchev, c'est-à-dire, qui a convaincu l'ancien leader, c'est pas Gorbatchev, c'est... Brejnev. Et on dit, mais attendez, l'Afghanistan, oui, bien sûr. 20 ans. Il a fallu 20 ans pour que les Américains constatent qu'ils n'arrivaient pas en Afghanistan. Bon. Donc, vous voyez, vous avez des faits géopolitiques comme cela, mais qui sont transformés, médiatisés par des intervenants de plateau télé ou de conseillers de prince, qui sont capables de vous faire prendre des décisions idiotes. Quand on parle de complexe militaro-intellectuel, comment ça se passe concrètement ? Il y a 10 types qui décident, qui se réunissent et qui disent « Tiens, ce conflit est intéressant, l'Occident devrait intervenir ». Non, ça ne se passe plus comme ça, parce que justement, la guerre du Golfe se traduit en particulier par le fait que la guerre est devenue un spectacle en live. C'est-à-dire qu'on, rappelez-vous, on regardait ça. Bon. Donc après ça, toutes les guerres, même de la Yougoslavie, la Somalie, etc., doivent fournir des images. Bon. Comment ça se passe ? Vous avez des gens sur ces plateaux de chaînes d'infos en continu, il y en a 4 quand même aujourd'hui, des chaînes d'infos en France. Qui arrivent sur les plateaux télé, qui disent « Oui, je rentre de tel endroit du monde, il y a un massacre. » Alors, si vous pouvez annoncer un génocide, c'est mieux, parce que le génocide, c'est le haut de gamme, si vous voulez. Et donc, vous dites « Je connais les gentils, je connais les méchants. » On ne peut pas ne pas intervenir. Donc, on interpelle la puissance qui, évidemment, s'est habitée de cette hubris guerrière après la guerre du Golfe, de dire « Attendez, vous ne pouvez pas laisser faire, etc. » Et donc, on va glisser dans des interventions militaires, pratiquement une vingtaine avant le 11 septembre, qui sont toutes des interventions militaires motivées par des ressorts qui n'ont rien de stratégique. Le militaire est utilisé comme outil, si vous voulez, de politique extérieure. Mais comme disait Saint-Just, il disait personne n'aime les missionnaires armés.
Et effectivement, personne n'aime devoir arriver des troupes étrangères pour venir régler le problème. Donc en fait, on ne s'est même pas rendu compte que le simple vision de la puissance était insuffisante dans ce nouveau paysage. Et donc en fait, sur ces plateaux télé commencent effectivement ces débats. Une chaîne d'infos en continu, sur 1 heure d'infos, c'est un quart d'heure, 20 minutes de journal télévisé et publicité. Le reste, c'est du débat. Donc il faut trouver des gens, il faut me peupler, il faut en moins de 4, si possible, sur le plateau. 4 chaînes, ça vous fait 16 types qu'il faut trouver. Donc au fur et à mesure, vous allez chercher dans les fonds de tiroir. Et en fait, on devient expert quand on passe à la télé, non pas quand on connaît le sujet. Donc il y a toute cette mécanique qu'on essaye de décrire dans le documentaire. Donc globalement, les décisions se font à partir des plateaux de télé qui interpellent les politiques, qui les font intervenir. Et c'est comme ça que la vie politique internationale se fait, en fait. Oui, parce qu'en plus, on a une relève générationnelle auprès des décideurs. Chirac, qui va donc prendre cette décision, la dernière décision gaulliste, si vous voulez, de ne pas aller en Irak, et le dernier à avoir fait la guerre. Il a fait la guerre d'Algérie, quand il était troufion, il était avec Jox, d'ailleurs, de temps en temps, il s'engueulait sur la guerre d'Algérie. Mais c'est pour dire que les autres qui ont suivi, ça a été des purs produits de notre système élitiste français. Des gens qui avaient fait... classe prépa, machin, ENA, grand corps, tout ce que vous voulez, cabinet, etc. etc. Mais Hollande était président du Conseil général de la Corrèze. Est-ce que ça prépare à exercer une fonction internationale? George Bush était allé une fois au Mexique quand il était étudiant. Donc on est face à des gens... Garde nationale, et encore, il y a eu une polémique autour de ça. Oui, parce qu'au Vietnam, il est resté aux États-Unis, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Il a fait le service dans la garde nationale. Mais si vous voulez, il y a toute une mythologie guerrière, et qui n'est pas d'ailleurs propre qu'aux hommes politiques. Hollywood a créé du super-héros en quantité. Même Stallone n'est pas allé au Vietnam. Non, bien sûr. Donc on voit bien qu'on a une mythologie guerrière qui est héritée de cette guerre du Golfe, où on a des individus qui sont capables de tout faire. Alors justement, vous touchez l'aspect cinématographique de la guerre et des relations internationales. Est-ce que finalement Hollywood n'est pas là a posteriori pour revisiter l'histoire et la rendre acceptable, puisque cette guerre du Vietnam, même si la douleur du peuple américain ou du propre peuple vietnamien existe, elle a été mise sur l'écran, mais ce qui est formidable avec les Américains, c'est que d'une défaite absolue, honteuse, etc., ils arrivent à vous faire sortir de l'héroïsme, et peut-être à l'exception d'Apocalypse Now, qui est vraiment un film de fond et de réflexion sur le Vietnam et au-delà, tous les autres, finalement, arrivent à vous faire du bon américain, au sens il y a aussi un autre manichéen, sur une guerre qui a été une atrocité absolue. Il y a un autre film, et qui lui est français, qui est la 317e section. Oui, mais là, on est aussi le haut de gamme. On n'est pas sur Hollywood. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de filmer. Quand Schoendorfer fait la 317e section, il est avec les soldats. Hollywood fait avec le héros, ce qui n'est pas du tout pareil. Dans la 317e section, vous n'avez pas de héros. Il n'y a pas de héros. Et donc, la mythologie du héros hollywoodien est une espèce de trame qui traverse tout. C'est pour ça que Anthony Beevor, qui est un des plus grands historiens militaires britanniques, considère la 317e section comme le plus grand film de guerre de toute l'histoire. Oui, parce qu'effectivement, c'est au niveau d'une section... Donc il y avait la section Anderson aussi, si vous avez vu, qui a été formidable aussi. Bon. Mais on est dans quelque chose, si vous voulez, qui est une mythologie guerrière. Bon, nous, on a fait, quand on faisait à l'école, on apprenait Jeanne d'Arc, du Guesclin, etc. Mais c'était de la petite main, quoi. Hollywood a été une machine à créer l'identité américaine. Regardez le cas de Stallone. Premier film, Rambo. C'est l'ancien combattant qui rentre, qui est maltraité parce qu'il est mal accueilli, ça rappelle la défaite, etc., etc. Comme on l'énerve, à la fin, il rase le village. Mais enfin, bon, ça leur apprendra. Deuxième film, c'est le type qu'on rappelle pour venir libérer des pilotes que ces salauds de Vietnamiens n'avaient pas libérés. Ou c'est les Vietnamiens, je crois. Mais je veux dire, à lui tout seul, il va arriver... je crois que j'ai compté, il tue à peu près 54 ou 56 personnes dans le film, avec mitrailleuse, le couteau, tout ce que vous voulez. Il utilise toute la gamme, parce qu'il y a aussi une publicité pour les équipements de défense. Et à la fin, donc, il rapatrie les pilotes que les Vietnamiens n'avaient pas libérés. Bon. Quand on a une mythologie comme celle-là, vous vous rendez compte du basculement entre la culpabilité de la guerre et tout à coup le super-héros passe au-delà de l'épisode historique. Bien sûr. Puis ensuite, ça va enchaîner avec Rambo 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, il y a un exemple qui est magnifique, c'est la chute du Faucon Noir. Vous parliez de la Somalie, où dans n'importe quel complexe, dans n'importe quelle histoire militaire, le général qui ordonne l'opération aux forces spéciales américaines d'aller se jeter au plein milieu du terreau d'un chef de guerre somalien, un type
le type aurait dû être traduit en cours martial. Enfin, je veux dire, c'est une erreur. J'ai pas gardé un souvenir terrible de ce film, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est très l'héroïsme intéressant. américain est magnifié dans le sens où on en fait ceux qui ne laissent personne derrière. Oui, c'est ça, d'accord. C'est ça c'est ça. Oui. Le fond du problème, c'est que l'intervention est désastreuse, elle est mal pensée, elle va contre tous les principes de la guerre, de la façon dont on mène la guerre, et on présente quand même le général avec son chewing-gum qui est en train de regarder ça, et in fine, on va chercher les gars, et c'est l'héroïsme qui est exalté. Ouais. Il y a un épisode d'ailleurs qu'il faut rappeler, la défaite du Vietnam a été très humiliante. Rambo 1, c'était ça, finalement les types revenaient, les anciens combattants, etc. Bon. Après le retour de la guerre du Golfe, en guerre gagnée en 120 heures, c'est-à-dire en moins de 4 jours, il y a le défilé des troupes rentrant d'Irak dans le canyon des héros, c'est-à-dire c'est à Broadway, je crois. 2 millions de personnes qui viennent, c'est-à-dire que tout à coup on a lavé l'humiliation du Vietnam. Parce que rappelez-vous les images du Vietnam, l'hélicoptère décollant de l'ambassade, les mecs qui s'accrochaient au haut, etc. Pour la plus grande puissance de la planète qui vivait dans cette espèce de mythologie western, si vous voulez, hein, c'était une défaite. Bon. Cette défaite a créé ce traumatisme qui a été transformé par Hollywood avec Rambo, mais dans d'autres films aussi. Et là, on se retrouve... aussi la piteuse invasion par les partisans de Khomeini de l'ambassade et la crise des otages en 73, qui se termine quand même pour une humiliation par les États-Unis, pour les États-Unis. Donc c'est une série d'humiliations quand même quelque part. Oui, mais et arrive la première guerre du Golfe, et là, on va laver tout ça. L'épisode de l'occupation par les Pasdaran de l'ambassade américaine est intéressant à un double titre. D'abord parce qu'évidemment, ils violent la Convention de Vienne. On se demande d'ailleurs pourquoi les Américains avaient laissé leur type là-bas, parce que quand même, ça commençait à chauffer. Mais enfin bon, bref, c'est leur mission, ils se pensaient protégés. Donc, comme dans toutes les révolutions, vous avez les mecs que vous ne contrôlez pas, les Pasdaran, ils se sont dit, tiens, on ne peut pas aller faire la guerre, mais on peut trouver quelque chose, et donc ils ont envahi l'ambassade. Et alors, les gens n'avaient pas déchiqueté tous les documents secret défense. Il y en avait certains qui commençaient à être en petites lamelles, etc. Donc les types se sont emparés, les Pasdaran se sont emparés de toutes les poubelles, de tous les documents. Ils ont confié à des tisseuses de tapis, vous voyez, les petits pop-tics qui ont reconstitué des documents. Et ces documents montraient les ingérences américaines dans la vie politique iranienne. Alors vous dites, bon, attendez, lequel des deux actes est une violation de la Convention de Vienne ? L'absence de neutralité d'une ambassade à l'égard d'une vie politique intérieure, ou, au contraire, le fait d'aller prendre des otages. Et donc, évidemment, là, physiquement, les otages, c'est beaucoup plus pathétique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Gaza, parce que là, on a des images. Mais aller raconter... Alors, ils ont publié quand même les documents, hein, et ces documents, effectivement, montrent que l'ambassade américaine faisait ce qu'elle voulait à l'époque du Shah. Donc, si on ne voit pas les deux côtés, on ne comprend pas pourquoi, après, les Iraniens ne comprennent pas pourquoi on va soutenir l'Irak. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette incompréhension-là et cette espèce de ressort de la vengeance côté américain ou côté irakien, et puis de l'autre côté, le sentiment d'identité des Iraniens. Ils sont emmerdants, les Iraniens, parce que ce sont des gens qui ont une histoire plus longue que nous. C'est-à-dire, quand vous leur racontez la mythologie grecque, ils disent, oui, ça, c'est venu de chez nous. Vous savez, par exemple, le christianisme, c'est la suite de Mitra. C'est un culte... Bon, ils sont pénibles, hein. Ils sont pénibles. Il y a une anecdote de François Fillon que raconte François Fillon qui est absolument incroyable. Il était avec l'ayatollah Rastanjani et l'ayatollah lui parle d'Israël et lui dit bon, il va falloir qu'il parte parce que là c'est bon. Fillon lui dit mais attendez, vous voulez quoi qu'Israël oui il faut qu'il parte. Et Fillon lui dit mais les Juifs sont sur cette terre depuis 2000 ans. Et là l'ayatollah Rastanjani le regarde et lui dit mais nous il y a 5000 ans on était en Inde. Est-ce qu'on a l'intention d'y retourner ? Non. Voilà. Quand vous dites les gens qui ont une mémoire plus longue que la nôtre, là, c'est vrai. C'est très, très intéressant parce que les Iraniens ont un problème identitaire, c'est qu'ils sont chiites. Et chiites, ça ne peut pas être totalement musulman. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, vous connaissez la fracture qui se passe après le prophète, et puis après le massacre de Karbala, etc. Et donc vous avez quelque chose qui est une identité, qui est constitutive de l'identité iranienne, mais qui en fait des musulmans, mais différents. Et si vous regardez la carte du monde aujourd'hui, le véritable menace dans le monde musulman, c'est les guerres sunnites-chiites. C'est-à-dire vous avez au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïn et même au Nigeria. Nous, on regarde que les attentats qui se font chez nous. Mais le terrorisme islamiste, il tue plus de musulmans qu'il ne tue d'occidentaux. Bien sûr. Mais on ne le prend pas comme tel. Évidemment, on a de bonnes raisons de considérer que c'est la sécurité de nos concitoyens. Mais prendre le fil conducteur historique et comparatif, si vous voulez, permet de mieux comprendre le monde. Donc, est-ce qu'on a à intervenir dans une guerre où des sunnites et chiites se massacrent ? C'est une vraie question.
Dernière question, est-ce que ce complexe militaro-intellectuel, il existe ailleurs qu'en Occident ? C'est une question que je me suis posée. Non, parce que je pense que, par exemple, les États-Unis, vous avez la côte Est et la côte Ouest. Bon, au Middle West, je ne sais pas s'il y a un complexe militaro-intellectuel, mais ce que je veux dire par là, c'est que côte Est et côte Ouest fait que vous n'avez pas la centralité parisienne. La centralité parisienne, ça veut dire que vous êtes capitale économique, politique, culturelle, etc., etc. Et donc, ce complexe militaro-intellectuel français, il a cette caractéristique, il est très concentré sur le 5e, 6e, 7e arrondissement. Ouais. Bon. Deuxième caractéristique, effectivement... Avec comme tour de contrôle le café du Flore, par exemple ? Ça peut être, effectivement, on peut laisser un message au café du Flore. Voilà. Et l'autre caractéristique, c'est que nos intellectuels, qui sont une part importante, si vous voulez, de cette espèce de responsabilité morale que s'assume la France, se considèrent comme des héritiers des Lumières. Époque où, effectivement, la France pose, avec ses grands philosophes, toutes les bases des démocraties modernes. Et donc, ils sont, pour certains d'entre eux, ce que Védrine, dans l'interview, appelle les toutologues, c'est-à-dire des gens qui savent tout sur tout. Un profil qu'on ne voit pas aux États-Unis. On ne peut pas considérer que vous êtes capable de dire tout sur n'importe quoi. Bon. Évidemment, on a un prototype qui est celui de BHL qui fait sa propre médiatisation, c'est-à-dire qu'il part une équipe, il se fait filmer, il en fait un produit qui peut être un film, il en fait un livre, etc., etc. Mais on a quelque chose, si vous voulez, qui est un héritage de l'époque de la guerre froide, où, rappelez-vous, le grand homme, c'était Sartre, et le plus mitif, c'était Aron. Et Sartre... Il n'y a pas un type qui s'est plus trompé sur les crises internationales. Il a été Stahl, il a été maoïste, etc. Il a été défenseur de l'Algérie, c'est vrai. Mais Aron était beaucoup plus distant et beaucoup plus critique et beaucoup plus objectif. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, presque 50 ans après, qu'on dit mais le type qui pensait juste, c'était Aron. On s'en rend compte, oui. Donc on se rend compte combien, si vous voulez, le poids de l'intellectuel. À l'époque de l'intellectuel... Sartre, on ne pouvait pas le dire. Ah ben oui, non, ça c'était pas possible. Non, il était de droite d'ailleurs. Et donc... l'idée, si vous voulez, qu'il y ait cette puissance des intellectuels, dont certains se veulent les héritiers encore aujourd'hui, hein. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, parce que quand vous êtes sur un plateau télé, il faut s'habituer à un truc, c'est que la chaîne attend que vous annonciez l'étape suivante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, un des exercices auxquels se sont livrés beaucoup de ce complexe militaro-intellectuel, c'était la fin de l'islam politique. Il y en a toujours un qui dit « ça y est, c'est fini, ils sont en train de mourir, moi ». Olivier Roy s'y était livré, mais lui, il était sur l'Iran. Bon, on ne peut pas dire qu'il a eu raison. Adler, qui n'était absolument pas islamo, lui aussi a fait la fin de l'islam politique. Donc, on pourrait trouver un certain nombre de titres de gens qui se disent le bon créneau éditorial, c'est d'annoncer un bouquin sur la fin de l'islam politique. Bon, le fait qu'il soit contredit par les faits ne concerne finalement pas le lecteur, c'est pas le problème. Mais vous voyez, cette mécanique-là, c'est la France, la France, par son intellect, maîtrise le monde et la réalité, quoi. Eh bien, nous allons découvrir tout ça dans votre documentaire, Pierre. Je vous remercie de nous avoir répondu à nos questions pour ce grand entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et je vous souhaite, entre-temps, une excellente semaine. À bientôt.